Bon, l'une des principales questions posées par cette trahison militaire française est assurément de comprendre par quel énième miracle tous les pays concernés ont accepté de maintenir le secret de famille. En effet, tous se sont rangés derrière la France et ont proclamé bien haut qu'il n'y avait jamais eu trahison, alors que nous l'avons vu, aucun ne pouvait l'ignorer. Concernant le principal complice, l'Allemagne, on peut comprendre cette discrétion. Mais comment comprendre celle de la Grande-Bretagne, principale victime? Y aurait-il, là encore, une raison parfaitement logique et motivée à ce silence obstiné? Et vous vous doutez bien que oui, qu'au vu de tout ce que vous avez d'ores et déjà appris sur les curieuses relations des deux alliés, le gouvernement de Sa Majesté devait bien avoir quelques raisons inavouables pour se taire. Voyons donc ensemble ce qui a bien pu motiver cette belle preuve de solidarité. En commençant, à notre habitude, par faire le point sur ce que nous avons déjà appris. D'abord, que l'Angleterre avait largement contribué à réarmer l'Allemagne, non seulement la République de Weimar, mais également le Reich nazi. En ce cas, serait-ce cela qu'elle aurait voulu cacher? Sans doute non, puisque ce commerce officialisé par les accords de cartel était connu de tous. Il concernait également les autres puissances européennes et même mondiales. Business as usual était une règle largement admise par tous, et le pragmatisme et la complicité des États et des médias sur le sujet un lieu commun. Dans ce cas, serait-ce parce que de toute évidence, jusqu'en août 1939, l'Angleterre soutenait politiquement et financièrement le Reich, allant jusqu'à lui offrir 1 milliard de livres sterling pour aider à son réarmement. Mais là encore, la proposition n'est pas envisageable, puisque le scandale avait éclaté dans la presse mondiale. Il n'y avait donc plus aucune raison de dissimuler quoi que ce soit. Autre possibilité. L'entente évidente entre Wall Street et le Reich pour enclencher une guerre contre l'URSS afin de rouvrir le pays à la libre entreprise et mettre fin à la peste rouge qui contaminait les colonies. Bien sûr que non, là encore, puisque tous les grands empires soutenaient, sinon officiellement, du moins officieusement, ce beau projet. Apparemment, le mystère reste entier. Nous serions bien devant un autre miracle de la théorie du Blitzkrieg. À moins évidemment que nous nous penchions sur les travaux d'un historien révisionniste britannique qui, depuis quelques années, dérange beaucoup les théoriciens de l'illogisme. Je pense ici à un certain Martin Allen, devenu la bête noire de Sa Majesté la Reine, depuis qu'il a osé enquêter sur les relations très intimes ayant existé entre le roi Édouard VIII, son cousin, et les nazis. Et bien sûr, vous m'objecterez que ces relations étaient connues, qu'il n'en faisait pas le moindre mystère et que le monde entier l'avait vu faire le salut nazi lors de son séjour à Berlin et entendu proclamer bien haut « S'il y a une guerre, notre allié ne sera plus la France, mais l'Allemagne ». Déclaration d'intention qu'il réitérait volontiers devant qui voulait l'entendre, comme le 11 novembre 1932, au cours des commémorations de l'armistice de 1918, devant le comte Mensdorf, ancien ambassadeur d'Autriche. C'est évidemment la seule chose à faire. Et il faudra bien y venir, puisque nous sommes aussi terriblement menacés par les communistes. Je veux croire que jamais nous ne ferons une guerre, mais si cela devait arriver, il faut que nous soyons dans le camp des vainqueurs, ce sera le camp allemand et non pas français. Discours qui, à ce stade de nos investigations, ne peut pas nous étonner, mais reste bien gênant. D'autant que M. Allen ne s'est pas borné à rapporter ces faits, mais également d'autres que les historiens bien intentionnés se sont empressés d'oublier avec autant de célérité qu'il l'avait fait
pour le réseau Rössler et les autres informateurs, les panzers volants et toutes les petites cachotteries que nous commençons à bien connaître. Notre but n'étant pas de préciser davantage ici la politique extérieure britannique des années 1920-1930, puisque j'y ai consacré 2 tomes entiers de ma série sur le grand mensonge du XXe siècle, rappelons simplement ce qui est couramment admis. Le petit-fils de la reine Victoria, descendant direct de la famille allemande des Saxe-Cobourg-Gotha, dont les cousins avec lesquels il jouait enfant, étaient installés sur les trônes d'Allemagne et de Russie, se sent plus germain que britannique. Plus continental qu'insulaire, il préfère l'Allemagne à l'Angleterre, et le fait savoir avec un franc-parler qui dérange. Quant à l'URSS, en bon représentant du trône impérial, il l'exècre depuis l'assassinat de son cousin, le tsar Nicolas II, et de toute sa famille. Et bien sûr, vous me direz que tout ceci est également parfaitement connu et admis du plus large public, qu'il n'y a donc pas de raison de chantage de la part des Français, qui auraient pu obliger le gouvernement de Sa Majesté à garder le silence. D'autant que ses opinions pro-fascistes et pro-européennes avaient certainement contribué à son abdication après 1 an de règne. En effet, chacun se souvient qu'après avoir succédé à son père, le roi George V, puis régné pendant quelques mois, du 20 janvier au 11 décembre 1936, il fut contraint d'abdiquer, parce qu'il s'obstinait à vouloir épouser une Américaine divorcée, une certaine Wallis Simpson. Prétexte bien pratique, et occasion en or pour mettre fin au règne d'un roi particulièrement gênant. Après son abdication, celui que son ami Adolf Hitler appelle familièrement Willy, voyage beaucoup pour faire connaître ses idées, notamment aux États-Unis, où un rapport du FBI dévoile que Wallis Simpson, devenue duchesse de Windsor par son mariage, aurait eu une liaison avec Joachim von Ribbentrop, futur ministre des Affaires étrangères du Reich, l'un des principaux artisans de cette nouvelle Europe fasciste dont rêve son mari. La belle Wallis continuera d'ailleurs à correspondre avec lui après ses noces et le présentera à son très compréhensif époux. On ne sait pas ce que contenaient ces lettres, mais après la défaite de juin 1940, elle téléphonera à la Gestapo à Paris pour qu'on s'occupe de surveiller leur appartement parisien. Instruction scrupuleusement respectée tout au long de la guerre. Pourtant, là encore, rien de vraiment scandaleux. À peine de quoi occuper les journaux à scandale. Venons-en donc à ce que les historiens ont préféré oublier, à savoir les activités de Willy pendant la guerre. En septembre 1939, il est bombardé major général de l'armée britannique. Et à ce titre, sous prétexte de sceller l'inaltérable amitié franco-anglaise, invité à venir visiter le système de défense français sur la frontière nord. Ce qu'il va faire pendant une quinzaine de jours en compagnie d'un membre des services secrets britanniques. Une tournée d'inspection qui lui permettra de transmettre chaque jour un rapport détaillé, non seulement au haut commandement britannique, mais également à son ami Adolphe, par l'intermédiaire d'un ami commun, le milliardaire franco-américain Charles Bedeau, un ami d'Hermann Göring, grand maître des cartels allemands, et lui aussi très proche d'Adolf Hitler, puisqu'il possède un chalet à l'Obersalzberg, tout à côté du nid d'aigle du Führer. Et bien sûr, on peut s'étonner de la candeur du haut commandant français, qui connaissait parfaitement les inclinaisons politiques de Willy. Les services de contre-espionnage savaient qu'il fréquentait Charles Bedeau, lui aussi surveillé en tant que sympathisant de la nouvelle Europe fasciste. Autant d'amitiés et de relations suspectes dont les services secrets britanniques étaient tout aussi bien informés, ainsi que le rapport des archives britanniques dévoilé par M. Martin Allen.
Vous pourrez lire derrière moi un extrait du rapport des services de renseignement britanniques concernant les activités d'espionnage du duc. D'ailleurs, il n'offre pas uniquement les plans des défenses françaises sur la Meuse et dans les Ardennes, mais également les comptes rendus des décisions prises au plus haut niveau, ainsi que les décisions politiques qui les accompagnent. Selon les archives du ministre allemand des Affaires étrangères, le 18 février 1940, il révèle à l'ambassadeur du Reich à La Haye, le comte Zesch Burkersroda, tous les détails de la réunion secrète du Conseil de guerre allié, au cours duquel on avait longuement évoqué le plan d'Il-Breda, donc les nouveaux plans de défense de la Belgique et de la France, incluant le piège Gamelin. Rapport adressé à Hitler en personne. Pourtant, la version d'État affirme toujours que les services de renseignement français n'auraient rien vu de tout cela. Dans aucun des ouvrages publiés après la guerre par leurs chefs les plus éminents, il n'est fait mention ni du duc, ni de son ami Bedeau. Encore moins, évidemment, de la belle amitié liant la belle Ferne, fille d'un millionnaire américain et épouse de Bedeau, avec la sulfureuse Wallis Simpson. Plutôt curieux. D'autant que Bedeau était un ami personnel d'Odo Abetz, comme de tous les membres influents du comité France-Allemagne, et que chaque visiteur pénétrant à l'intérieur de l'ambassade d'Allemagne était photographié. Nous savons également que les services de renseignement français connaissaient tout des relations très médiatisées entretenues par le duc et son épouse avec les plus hauts responsables nazis et bien sûr avec Bedeau, milliardaire très connu du grand public pour ses exploits sportifs. Et surtout représentant à la fois les cartels européens et américains, donc véritable cheville ouvrière du grand capital international noir. En conséquence, imaginez que Windsor et Bedeau étaient laissés sans surveillance par les services de renseignement français et britanniques est absurde. Nous pouvons même supposer que non seulement les Français laissaient faire en toute connaissance de cause, mais sans doute qu'ils devaient bien en rire. En effet, si l'on admet la réalité de cette trahison militaire, certains chefs des services de renseignement français ne purent qu'y avoir été mêlés. Ce qui nous permet de penser que lorsque les membres du haut commandement britannique furent tentés de se plaindre des curieuses stratégies déployées par leurs alliés français au cours de la bataille, les responsables des services de renseignement durent apporter la preuve de la participation active et à coup sûr déterminante du major général Windsor à cette défaite. En quelque sorte, il tenait le coupable. Le coupable idéal qui allait servir à les dédouaner. Et cette fois, nous y sommes. Voilà la bonne raison de participer avec enthousiasme au secret de famille. Il n'y a donc, une fois de plus, rien d'illogique dans la version de trahison militaire. Reste évidemment à comprendre les conséquences de cette trahison. Chacun connaît le plan soi-disant génial, en réalité totalement délirant, qu'Hitler a imposé à ses généraux grâce à l'appui moral de son meilleur stratège, le général Manstein, qui, rappelons-le, lui avait déjà concocté les plans d'attaque concernant l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la Pologne. Ce plan, définitivement adopté en février 1940, a subi bien des changements avant de voir sa version définitive. La première, conçue immédiatement après la campagne de Pologne en octobre 1939, n'envisageait d'ailleurs même pas d'attaquer la France, jugée bien trop puissante, mais uniquement la Belgique et la Hollande, afin d'installer des bases aériennes sur les bords de la mer du Nord et pouvoir bombarder l'Angleterre. La question est donc, à partir de quand a-t-on vu poindre les premiers signes du nouveau plan dit Manstein, qui prévoyait également d'attaquer la France en envoyant le groupe d'armée A dans les Ardennes pour surprendre les Français bien à l'abri
dans leurs fortifications. Et la réponse, tous les historiens la connaissent. La décision a été prise le 9 novembre 1939. C'est ce jour-là qu'Hitler avance timidement l'idée de scinder sa faible armée en deux pour envoyer quelques forces en direction de Sedan, mais sans véritable intention de percer, juste pour voir. Proposition ridicule, immédiatement repoussée par ses généraux, on ne divise pas en deux une armée déjà trop faible. La nouvelle question est donc, pourquoi cette idée saugrenue lui est-elle justement venue le 9 novembre? Et encore une fois, la réponse n'a rien d'incompréhensible. Tout simplement parce que lui et le maréchal Göring avaient reçu, la veille, leur ami Charles Bedeau, qui leur avait transmis, de la part de leur ami Willy, le message que vous lisez derrière moi. Message par lequel il confirme avoir donné oralement à Bedeau tous les détails sur les défenses françaises et approuve les suggestions pour l'avenir qui consistaient, une fois l'Angleterre et la France vaincues, à le replacer sur le trône impérial afin de mettre en place, aux côtés du Reich, cette Europe fasciste tant désirée. Une Europe dans laquelle la France, républicaine, n'aurait plus aucun pouvoir. Nous notons également qu'il s'apprêtait encore à fournir d'autres renseignements. Et l'on sait maintenant à quel point il fut efficace, puisqu'il a systématiquement rendu compte de toutes les réunions secrètes du haut commandement allié jusqu'à la défaite française. Ainsi, comment s'étonner qu'Hitler ait été si sûr de lui en attaquant à l'ouest avec son armée de pacotille? Que les plans du général Gamelin aient été déjoués avec tant de facilité. Comme si les colonnes du Blitzkrieg savaient toujours exactement où et quand passer pour ne pas rencontrer de résistance. Et vous comprenez bien sûr le moyen de chantage parfait qu'a trouvé le gouvernement de Vichy, puis après lui les autres gouvernements républicains jusqu'à nos jours, pour maintenir le secret de famille autour du complot mondial qui unissait tant de gens et d'intérêts à la fois en France, en Angleterre et d'ailleurs partout en Europe. Encore une fois, les liens sont aisés à établir. Aucun mystère, aucun miracle, aucun hasard incompréhensible à cela. Alors bien sûr, je sais que l'ouvrage de M. Martin Allen, intitulé « Le roi qui a trahi », a rencontré, tout comme celui de M. Pierre Akos concernant le réseau Rössler, un énorme succès public, que rien de ce qu'il rapporte n'a été contesté par les autres historiens et que tout ceci est bien connu. Et vous êtes en droit de vous demander en quoi ces informations pourraient faire avancer notre enquête. Et là encore, la réponse est simple. Tout simplement parce qu'il convient de considérer l'histoire du XXe siècle comme un puzzle qui a été totalement embrouillé, dont certaines pièces ont été détruites, d'autres, comme cette trahison du duc de Windsor, volontairement écartées, et qu'il convient de reconstituer en emboîtant chaque pièce nouvelle ou ancienne. Ce n'est que comme cela que nous parviendrons à voir l'image dans sa globalité. Enfin, parallèlement, dans ce cas précis du duc de Windsor, nous comprendrons bien mieux encore la trahison militaire française en la replaçant dans le cadre de cette rivalité entre les deux grands empires pour obtenir la place d'arbitre de l'Europe aux côtés de l'Allemagne. Et nous arrivons à cette conclusion qu'à partir de la déclaration de guerre de septembre 1939, la grande question était de savoir qui, de l'Angleterre ou de la France, allait construire l'Europe aux côtés d'Hitler. Qui allait devenir son meilleur ami? Ambition de construire une Europe continentale comptant 4 empires, Angleterre, France, Pays-Bas et Belgique, que les États-Unis ne pouvaient que combattre. Les États-Unis
et les partisans britanniques de l'Empire britannique, donc Churchill et ses pairs qui lui devaient leur fortune. Et là encore, rien d'illogique à cette proposition, qu'il nous reste, bien entendu, à vérifier dans tous ses détails. À bientôt donc, peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole.